Je me dis, merde, c'est sûr, j'aurais pu marquer, ça aurait été... Peut-être que j'ai raté mon transfert à Arsenal ce jour-là. Peut-être. Et là, tout mon monde s'effondre Ouais, parce tout que s'écroule. t'as fait ça toute ta vie, donc t'es pas prêt. C'est de rester comme on est parce que l'argent, ça va, ça vient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sous-Sol. Je vous remercie de nous suivre de plus en plus nombreux. Je vous remercie pour tous les messages de soutien que vous m'envoyez. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur les réseaux sociaux TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook. Merci encore pour tous vos messages de soutien. Aujourd'hui, pour ce premier épisode dans cette nouvelle configuration, nous avons reçu Luigi Pironi. Alors tout le monde connaît le footballeur qu'il a été. Il a été meilleur buteur en Jupiler Pro League. Il a plus de 25 sélections avec les Diables Rouges. Mais aujourd'hui, on a surtout essayé de comprendre qui est l'homme. Qui est l'homme derrière le footballeur que tout le monde connaît. Comment il est devenu le footballeur qu'il a été et qu'est-ce qu'il est devenu après sa carrière de footballeur. Luigi, merci d'être venu. Avec plaisir. Merci pour ton temps, merci d'être là. Et comme je disais, tu es le premier invité du studio. Donc il y a un voisin qui m'a tagué ce mur. C'est bien fait. Ouais, je trouve aussi. Donc je le remercie et merci d'être là. Comme je le dis à chacun, on donne de notre temps et c'est sûrement ce qu'il y a de plus important dans nos vies. La première question que j'ai l'habitude de poser, c'est, nous on se connaît depuis le plus jeune âge. On va dire On va en parler, mais peut-être depuis qu'on a 6 ou 7 ans. Preuve à l'appui, on mettra une photo de... mais si je ne te connaissais pas, qu'est-ce que je devrais savoir de toi pour comprendre qui tu es ? Qu'est-ce que tu devrais savoir de moi ? Que je suis quelqu'un de simple, dans l'absolu. Je ne me prends pas la tête, en fait. J'aime passer du temps avec les enfants, avec ma famille, avec les amis. Parce que pour moi, c'est la plus grande richesse, c'est ça. C'est pas le matériel, c'est plus les relations, je vais dire, humaines. Mm-hmm. Et j'aime donner de mon temps à des personnes que je connais et même que je connais pas. Parce que, voilà, je fais partie de certaines personnes qui ont fait un métier... qui est quand même vu, qui est, je vais dire... Convoité, et puis on est médiatisé. Oui, donc, voilà. Donc, et puis, on fait un métier où, chez certaines personnes, c'est quand même une passion. Donc, on est toujours amené à rencontrer des gens qui aiment le foot et de parler de foot, etc. Et voilà, ça ne m'a jamais dérangé de parler de foot parce que ça reste une passion de toute façon. Et voilà, j'aime le contact avec les gens, quoi. Parler de simplicité, on va revenir sur la carrière, sur tes rêves d'enfant, parce que tu parles de passion aussi, mais comment, parce qu'on connaît la carrière que tu as eue, on sait les exploits, les succès que tu as pu atteindre, comment tu as pu rester simple quand tu peux gagner des grosses sommes d'argent ou quand tu es entouré de ce type de personnalité ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient changer, mais... Moi, je sais, je l'ai toujours dit, je sais d'où je viens. Hein. Je suis un jeune garçon déjà à la base qui a grandi dans une cité avec des amis, plein d'amis. J'ai eu une vie, je vais dire, modeste. Mon père a travaillé dur toute sa vie comme ouvrier, donc je sais d'où je viens aussi. C'est pas pour ça que malgré oui, j'ai pu gagner de l'argent avec mon métier. Mais voilà, les vraies valeurs, je les ai toujours eues. Et je sais ce qui est le plus important, en fait. C'est de rester comme on est, parce que l'argent, ça va, ça vient. Mais quand on a une personnalité, moi, je ne vais pas jouer un rôle. Je ne vais pas changer parce que je gagne de l'argent ou je ne gagne pas. Je suis toujours resté le même. Et je pense que même si je n'aime pas d'en parler, c'est plus à mes amis d'en parler, à mon entourage qui eux, me le diraient si j'avais changé. Et voilà, c'est pas le cas. Donc, je suis très fier de ça parce que je suis resté, depuis que je suis tout petit jusqu'à maintenant 45 ans, je n'ai jamais changé et je ne changerai pas. Et comment on fait, selon toi, quand justement on est entouré de personnalités ou quand on touche à des vies ou à des lieux ou à des endroits ou à des événements que d'autres peuvent pas toucher ou peuvent pas accéder. Comment on fait pour rester celui qu'on a toujours été ? Ça, c'est de tout à chacun. Je crois que il faut se poser les bonnes questions parce que ça reste quand même éphémère tout ça. Hein.
c'est bien parce qu'on est connu, c'est bien parce qu'on voit à la télé, mais une fois qu'on ne te voit pas un petit peu à la télé, ou tu joues un peu moins, ou tu commences à plus... quand tu es en fait de carrière, on voit les vrais amis où ils sont, en fait. Toi, quand voilà, tu es à la télé, tu es connu, à un moment, ça s'arrête, on va en parler, tu prends la décision d'arrêter. Comment tu vis le premier jour d'arrêt? Du jour au lendemain, ça s'arrête, tu n'es plus médiatisé, tu n'es plus vu. Comment tu vis ce premier jour? Moi, personnellement, c'était vraiment entre deux sensations de me dire, voilà, j'ai 32 ans, j'aurais pu encore jouer quelques années, mais voilà, problème physique fait que j'arrête ma carrière plus tôt que prévu. Mais qu'est-ce que c'est compliqué. C'est difficile parce que moi, personnellement, on m'a mis à l'arrêt. Parce qu'on m'a dit, non, je ne te donne pas ta licence pour jouer parce que je fais des flip-beats à répétition, et ce qui fait que j'ai dû arrêter. Et ça c'est difficile. Quand tu n'as pas décidé d'arrêter, c'est difficile de l'encaisser. Il m'a fallu quelques années quand même pour admettre que c'était terminé, et puis de me faire une raison et de passer à autre chose. Et qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Comment tu le vis? Comment tu occupes tes journées? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais du sport quand même, Ouais. mais pas de sport de contact. Donc tu vas à la salle, tu t'occupes, mais tu t'ennuies. Tu t'ennuies parce que c'est vrai que j'ai découvert ce que c'était de passer l'été en famille avec mes enfants, chose que je ne faisais pas depuis 10 ans. Parce que l'été, tu es en préparation, tu prépares le championnat, etc. Donc tu es toujours au taquet. En fait, tu travailles comme un acharné. Et là, tu te dis, c'est différent, c'est calme. En fait, tu tournes en rond, tu ne sais pas quoi faire. Tu te consoles, tu prends l'apéro avec les amis. Ça, c'est bien. Tu te dis, ça, c'est une chose que je ne faisais pas. Donc, tu essayes de trouver le positif quand même. Et puis, tu passes du temps. Tu passes du temps avec tes enfants que tu n'as pas eu l'occasion de faire avant. Mais la transition est brutale quand même. Franchement, Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vit ce moment-là? Il a une trentaine d'années, il vit des blessures à répétition, il risque peut-être d'être mis sur le côté. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Déjà de réfléchir et même d'approcher. Quand tu approches la trentaine, c'est de réfléchir déjà à ce que tu veux faire par la suite pour que la transition se passe mieux, et de se dire, on sait qu'après le foot, il y a une vie, il y a une deuxième vie qui commence. Et dans l'absolu, si tu n'as pas joué au Real Madrid, etc., tu as une deuxième vie professionnelle derrière. Même si tu as joué au haut niveau, c'est difficile de rester sans rien faire. Mais tu pourrais te permettre de ne pas travailler. Mais là, la plupart, il y a encore des plus privilégiés que moi qui se disent, ouais, je n'ai pas besoin de travailler. Mais derrière ça, si tu dois travailler, il faut aussi montrer l'exemple à tes enfants. Tu ne peux pas rester à 35 ans chez toi à rien faire. C'est quoi l'image que tu donnes à tes enfants? Tout à fait. Donc, tu cherches des projets, en fait. Tu cherches des projets. Donc, il ne faut pas attendre d'être à l'arrêt pour chercher des projets. Il faut anticiper ça. Et c'est ça aussi l'entourage d'un joueur, c'est d'être entouré déjà d'un agent, d'un bon agent qui n'est pas là que pour les transferts et qui n'est pas là que quand ça va bien. Un agent, ça doit être aussi un conseiller pour l'après-carrière, t'aider à trouver une transition qui pourrait te permettre de t'épanouir après ta carrière, parce que ça prend quand même une grosse partie de ta vie de jouer au foot. Ça prend tout ton temps et tu penses qu'à ça, en fait. Mais il faut penser déjà, quand tu arrives à la trentaine, à penser qu'est-ce que tu vas faire plus tard, par la suite, etc. Et avoir des projets permet aussi de ne pas sombrer, je dis, dans une dépression sportive où 75%, je pense, des joueurs passent par là, qu'elles soient courtes ou longues, parce que tout ce que tu fais tous les jours s'arrête du jour au lendemain. Donc, aujourd'hui, souvent, quand on demande à la personne qui elle est, elle répond par son métier. Ouais. Qui tu es? Je suis acteur, je suis ingénieur, je suis footballeur. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est pas lié? C'est qu'à un moment, le foot s'arrête et on a l'impression de perdre son identité au final. Oui, parce qu'on se réfère vraiment à l'image qu'on a de notre vie professionnelle, parce qu'on passe notre temps à travailler finalement. Mais c'est vrai que c'est pas ça. On dit, c'est pas ça le plus important finalement. C'est qui tu es vraiment, quelles sont tes envies personnelles au travers de
de l'homme que tu es, pas au travers du métier. Ça, c'est vrai que c'est... Et toi, on va revenir sur l'ascension, etc. Donc, tu as vécu des beaux moments de carrière, tu as vécu des voyages, tu as vécu des beaux succès, et puis tu as vécu l'après. Aujourd'hui, comment tu définirais le vrai luxe ? Le vrai luxe, c'est de passer du temps, à profiter de ses amis, de passer du temps avec sa famille et être en bonne santé. Déjà, c'est le principal, hein, je pense, hein, mais c'est de passer du temps. C'est de passer du temps entre amis et de se poser autour d'une table et discuter. Ça, pour moi, c'est le vrai luxe. Hein. Il y a des relations amicales ou familiales que tu as dû mettre sur le côté et que tu regrettes aujourd'hui pour le foot, justement ? Non, pour le foot, je n'ai pas laissé de relations amicales ou familiales de côté, je vais dire, mais il y a d'autres relations qui sont faites par la notoriété que j'ai eue au football, et c'est des amis de passage, en fait. Des amis parce que tu es connu, parce que... Donc ça, c'est des amis qui viennent, qui partent, qui reviennent. Voilà, ça, par intérêt ? Voilà, par intérêt, certaines personnes. Et d'autres parce que, voilà, c'est connu, donc je vais me rapprocher de lui, etc. Des opportunités de rentrer quelque part grâce à lui. Voilà, et les amis de passage. Et finalement, au final, qu'est-ce qui reste ? Les amis d'enfance, les amis qui t'ont connu avant de jouer. Et c'est avec eux que tu te retrouves finalement. En fait. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rapport avec ces amis d'enfance ? On se voit encore tout le temps. Ouais. On se voit tout le temps. Même avec Giovanni. Et puis d'autres personnes avec qui j'étais à l'école, etc. On est fort proches et voilà, on passe notre temps ensemble. Les enfants sont ensemble. On est plus amis, famille que copains, quoi. Parce qu'on se connaît depuis 30 ans. Et toi, enfant, c'était quoi ton rêve, le rêve le plus fou ? C'était ça ? C'était de devenir footballeur ? C'était de jouer au foot. Mon doudou, c'était mon ballon, carrément. Ouais. Ma mère, elle m'a déjà dit, hein, tu dormais avec ton ballon quand tu étais petit. Tu te souviens, je ne sais pas si tu te souviens, quand on était en primaire, tu as toujours les copains et copines, ils te disent remplis un peu le livre, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Ben, moi, je te mets footballeur professionnel. C'est toujours resté. Donc, moi, ça a toujours été un objectif. Depuis tout petit, j'étais, entre guillemets, voué à ça parce que je ne voyais que ça. Et heureusement que ça m'a réussi quand même. Et quand c'est arrivé, tu l'as vécu comment ? Ton premier match en première division ou ton premier match le plus important ou avec les Diables, je ne sais pas, on va y revenir. Mais... Non, mais tout... En fait, chaque première a été waouh. J'ai joué 4 ans à Liège en D2, donc l'ancienne D2 de 1999 à 2003, ben, voilà, c'était pas pro. Donc, j'allais encore à l'école, je m'entraînais le soir, on jouait les week-ends, etc. Mais, et puis, après ma 4e année, je suis transféré à Moucron et premier contrat pro. Bon, tu arrives dans un groupe, c'est pro. Tu t'entraînes le matin. Tu arrives, on te donne une voiture, on te donne un appartement, etc. Tu te fais bichonner, je vais dire, tu vois. Et puis, voilà, tu rentres dans des stades. Voilà, des stades, ils sont pleins. Donc, qu'est-ce que tu ressens là quand tu arrives dans un stade ? Fierté. Et je me suis dit, ben voilà, tu y es maintenant il faut y rester. En fait, le plus dur, c'est pas d'y être, d'y arriver, c'est d'y rester et perdurer. Ça, c'est le plus dur. Parce que à un moment donné, tu te dis, ouais, tu vas avoir ta chance, etc. Mais après, c'est de la garder. Et ça, c'est plus compliqué. Il y a eu des moments où tu t'es dit, là, je sens que tout va s'arrêter. Ou là, moi, j'ai envie de tout abandonner. C'est trop dur pour moi, j'arrête. Ben, avant de signer à Moucron en D1, ma dernière saison à Liège, de janvier à mai, je me dis, je me donne les 4 mois qui restent, 4-5 mois qui restent. Si je n'ai pas un transfert derrière en D1, ben, je me fais à l'idée que je n'arriverai pas. J'avais 22 ans, donc tu te dis, ben, c'est limite quand même. Ouais. Ben, je vais jouer en D2, D3, et puis je vais aller travailler. Et puis voilà, comme beaucoup ont fait, ils ont fait une très belle carrière, que ce soit en amateur, en division inférieure. Ils ont fait une belle carrière aussi, et ils sont très heureux, même s'ils auraient voulu certainement jouer DA. Et voilà, je me suis mis à fond. Les 5 derniers mois, je me dis, voilà, là, c'est deadline. C'est terminé après cette date-là. Il faut que je fasse un choix. J'ai 22 ans. Je ne peux pas traîner à me dire, je vais y arriver. Donc, et c'est passé.
c'est passé comme ça. Et après, pendant la carrière, il y a eu d'autres moments où tu as voulu tout abandonner? Non. Jamais? Non. Une fois que j'ai touché le monde pro, j'ai plus voulu le lâcher. Mais c'est vrai que la première année à Moucron, malgré que je fais une superbe saison, je fais une superbe deuxième partie de saison. Parce que quand j'arrive avec Stalens, qui est l'entraîneur, c'est lui qui donne son accord pour que j'arrive. On fait une semaine d'entraînement, puis il y a une semaine de congé. Parce que certains joueurs sont papas. Donc, il faut qu'ils profitent de leurs enfants aussi début juillet. Donc, et après, quand on revient, c'est plus lui, c'est Lekens. Lekens ne me connaît pas. Il me dit rien, il me calcule même pas, quoi. Je joue un petit peu. Deuxième match de championnat, je marque déjà un but. Donc, et je rentre en cours de match, je marque un but. Et puis, il me fait jouer des petits morceaux de match. Et j'arrive presque à la trêve, à 8 buts, et en disant, attention, que déjà en novembre, il voulait me prêter en D2. Alors que j'avais signé 2 ans, il voulait déjà me prêter. Ok. Et j'ai la chance que Zevlakov se blesse. Je prends sa place et je marque 3-4 buts, et ce qui fait que j'arrive à 8 buts à la trêve. Je ne bouge plus. Deuxième tour, je mets 20 buts, donc 28 buts en championnat. Et là, ça part dans tous les sens. C'est l'année où tu as été le meilleur buteur de la Ligue? De la Pro League, oui. Okay. Et Lekens, là, il est quand même présent aux entraînements ou pas du tout? Ouais, hein. Ouais. Donc il te connaît, il te voit t'entraîner. À ce moment-là, oui. Ouais. Okay. Mais voilà, c'est que c'est pas lui qui m'a fait venir à Moucron. Donc voilà, il était un peu réticent, mais il a appris à me connaître. Et puis il m'a fait évoluer. Malgré tout, moi, je passe de D2 à D1, c'est un gros fossé quand même. Et il me fait évoluer dans tous les secteurs, avec le préparateur physique aussi. Donc, il faut que j'élève le niveau. Et il m'a fallu quelques mois pour digérer aussi la différence de niveau physique. Mais après, que du régal, quoi. En fait. Et après, c'est quoi ton rapport avec Lekens? Très bon rapport, toujours. Pendant tout le deuxième tour. Et puis après, moi, je suis parti. Lui, il a fait sa carrière en Belgique, etc. Et puis quand il est revenu en équipe nationale, il me dit « joue quelques matchs, marque des buts, et puis je te reprends. » Mais ça ne s'est pas fait parce que je ne jouais pas assez, etc. Et puis la génération est arrivée où ils ont mis la barre un peu haute. Quoi. Et moi, j'arrivais à 30 ans, je dis « on va laisser la place aux jeunes quand même, hein, c'est fort. » Et il y a des relations de passage comme ça, comme Lekens ou d'autres, joueurs ou entraîneurs ou même accompagnateurs ou d'autres personnes du staff avec qui réellement on lie une vraie amitié? Giroud à Auxerre. À Auxerre, ça a été mon deuxième grand-père, je vais dire. J'allais en parler. Parce que c'est un phénomène pour tout ce qu'il est, pour tout ce que tout le monde raconte sur lui, et tout ce qui passe à la télé est vrai. Tout ce qu'on dit sur lui, c'est vrai. c'est un phénomène. Mais voilà, il était très proche de moi parce qu'il a voulu que je vienne pour remplacer Cissé, mais il m'a fait sentir bien là-bas parce qu'il savait que je venais avec mon ex-compagne à l'époque, donc qui prenait soin autant d'elle que moi finalement. Et c'était génial. Vraiment génial avec lui. Wilmot, c'est différent. J'ai travaillé avec lui à Casa. Très, très, très bien. Dans le staff, on était très bien. Il nous laissait travailler. Donc, c'était assez chouette. Belle relation aussi. Et quand, jeune, tu as joué au Standard, quand tu reviens en contrat pro au stade du Standard, qu'est-ce qui se passe? Contre eux, c'était une petite revanche. C'était une petite revanche parce que, en fait, après, ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, c'est qu'après Liège, je signe à Moucron parce que je dis non au Standard, parce qu'ils voulaient me récupérer. Et la seule raison pourquoi je ne suis pas revenu, c'est qu'ils me proposaient 1 an plus 1 an d'option. Moi, je savais qu'il me fallait un peu de temps pour m'adapter et Moucron me proposait directement 2 ans. 2 ans. Okay. Donc, je suis allé là. Et Christophe Grégoire, mon pote qui était déjà à Moucron, était bien. C'était un club assez familial, etc. Donc, il dit c'est peut-être bon pour une transition avant d'essayer d'aller plus haut, parce qu'on essaye toujours d'aller plus haut. Hein. Et quand je reviens là-bas et que je mets doublé au Standard, ça a été. Allez, je suis un peu triste pour les supporters, mais bon, ils ont quand même pas perdu. On a fait match nul. Mais les 2 buts m'ont fait du bien. mais toi, quand tu rentres dans le stade, quel tu bonheur. ressens quoi? Même en tant qu'adversaire, en fait, quand tu rentres sur la pelouse du Standard, c'est magique. C'est magique. Et avec le recul, j'ai vécu beaucoup de stades en France, en Ligue 1, etc.
Les supporters du Standard, c'est à part. C'est énorme. C'est énorme et tu n'en as pas beaucoup des supporters comme eux, franchement. C'est impressionnant. À part à Marseille, je vais dire, où on on les assimile souvent, C'est vrai? les Ouais. deux. Ouais. Marseille, Standard, c'est à peu près pareil. Et c'est vrai que c'est énorme, vraiment. Et c'est quoi les grandes différences que tu vois entre justement la Ligue française et la D1 belge? Bah, le rythme et puis la technique. Et il n'y a pas de secret. Quand tu as, depuis la nuit des temps en France, des centres de formation que la Belgique a eu du mal à mettre en place, tu as 10 ans de retard par rapport à la formation. Hein. C'est tout ça. Et le fait de bien former les joueurs dans un centre de formation fait que le niveau il est plus haut. Il est plus haut d'office et le rythme est encore plus élevé. Moi, j'ai eu la transition des deux Belges, DA belge, mais après, j'ai eu la transition des Belges Ligue 1. Ouais. Et là, c'est encore un palier encore au-dessus. Comment tu t'adaptes là? Comment tu fais? Il y a les entraînements imposés. Est-ce que toi, tu te dis, je vais m'entraîner moi-même ou je vais arriver plus tôt, partir plus tard? Comment ça se passe? Tu ne saurais pas faire plus parce que tu es déjà cramé, en fait. Ok. Mais tu te donnes à fond et tu fais tout. Mais en fait, naturellement, tu penses que non, je ne saurais pas. Mais en fait, si, il te pousse, donc tu saurais. Donc, c'est vraiment une question de mental. Rien à faire. Le foot, c'est le mental. C'est que si tu te dis non, je ne saurais pas, là, tu es mort. Là, tu te dis, bon, il faut que j'y arrive. Et tu repousses tes limites, en fait. C'est comme dans tout. Quand tu veux quelque chose, tu repousses tes limites. Et c'est ce que j'ai fait physiquement parce que je n'étais pas non plus un milieu de terrain qui faisait 15 km par match. Je n'ai pas non plus le plus gros coffre, je vais dire, mais je savais marquer. Tu sais très bien que je savais marquer devant le but. donc, voilà, moi mon travail, c'était la surface et c'était à l'ancienne, quoi, un petit peu entre guillemets. Mais si tu prends un Ronaldo aujourd'hui, qui est l'extrême, qu'est-ce que lui a que tous les autres qui n'arrivent pas à son niveau n'ont pas? Je pense que ce que lui se met comme pression au niveau performance, personne d'autre ne fait comme lui. Et le travail qu'il fait au quotidien, mentalement, j'ai jamais vu un mec aussi fort mentalement que lui. Alors que quand tu gagnes tout, le plus dur, c'est de continuer à aller chercher des choses. C'est quoi qui te stimule à ce moment-là? Voilà, là pour le moment, c'est les 1000 buts. C'est atteindre les 1000 buts. Ouais. Donc il a 29 buts d'atteindre les 1000 buts en pro. Lui, c'est ça, c'est des titres, c'est de rentrer dans l'histoire. L'histoire du foot, il veut y être, il y est déjà, je veux dire, hein, mais il veut repousser encore les limites. Et lui, il travaille matin, midi et soir. C'est un fou de travail. Et tu arrives dans première sélection au Diable Rouge. Ouais. Comment tu le vis? Ouais, ça a été waouh. Hein, Comment ça se passe? Parce que nous, on voit la première sélection, le premier match, mais en amont, qu'est-ce qui se passe? En amont, ça fait déjà du bruit depuis quelques semaines. Okay. Parce que j'ai 8 buts à la trêve, mais dès qu'on recommence la saison en janvier, j'enchaîne des triplés, des doublés, etc. Donc, je passe de 8 à 16 buts en 4 semaines. Et arrive la sélection des meilleurs tennis pour le match amical contre la France. La France de Zidane, hein. C'est pas de Neisna, hein. C'est la France de Zidane. Et là, t'entends, parce que les journalistes ils te sollicitent, oui, les meilleurs tennis, c'était dans la tribune pour toi, nanana. Je dis pour moi, non, ouais, pour tout le monde, finalement, on est tous belges, entre guillemets. Mais voilà, on essaye un peu de prendre du recul par rapport à ça, parce que finalement, c'est con de se mettre une pression en plus, parce qu'après, tu fais pas les bonnes choses sur le terrain. Mais quand quelques semaines avant, voilà, t'as tout le monde qui te sollicite, puis t'entends les choses et t'attends la sélection comme tout le monde à la télé, quoi. Voilà. Ah, comme tout le monde à la télé, moi, j'ai pas l'info avant. T'as pas d'info. Okay. T'as des suppositions. Ouais, c'est normalement il te reprend. Mais normalement non. Tant qu'il ne donne pas la liste, tu ne sais pas. Et là, tu dis waouh. Il y a un an, j'étais en D2 à Liège où quasi je ne jouais plus parce que je ne voulais plus re-signer, donc ils ne voulaient plus qu'on joue. Et maintenant, un an plus tard, je suis meilleur buteur J'étais déjà à 16 buts, meilleur buteur de la Pro League, première sélection en équipe nationale. Ça va à une vitesse incroyable. Puis quand tu te retrouves sur le terrain, tu rentres
pour ma première cape, je rentre à la 88e. Donc c'est Et vraiment. tu t'es déjà entraîné avec le groupe avant ou pas à ce moment-là? Ah ouais, parce que tu as une sélection pour un match, tu arrives une semaine, voire 10 jours avant pour la trêve internationale, ou bien souvent tu as 2 matchs, mais là c'était qu'un match, je pense. Hein. Donc tu as une semaine de prépa, puis tu as le match. Donc tu arrives, tu fais autant d'entraînement que d'interviews en équipe nationale, parce que tous les jours tu as 30 journalistes. Et moi qui arrive première sélection, Eves en compagnie, première sélection, Anthony Van Den Borg, première sélection, mais eux, ils ont 16 et 17 ans. Moi, j'en ai 23 à ce moment-là. Mais on est des nouveaux, donc on est fort sollicités, et puis beaucoup de questions, puis c'est la France, donc la France championne du monde qui arrive, parce que championne du monde, championne d'Europe, 2002 aussi, enfin 2000, championne d'Europe et 2000 non, 2000. Donc, tu as encore Zidane, tu as Makelele, tu as Desailly Thuram, Barthez au but. Donc, c'est costaud, quoi. Donc, moi, toi, tu rentres. Tu rentres à 88e, mais bon, tu tombes en face de Desailly et Thuram. Tu te dis, waouh, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Hein. C'est plus la même chose. Mais c'est... Et tu les vis comment, ces 2, 4, 5 minutes? Ouais, bien, parce que je mets une volée sur le poteau. Ouais. Donc, je me dis, merde, c'est sûr, j'aurais pu marquer, ça aurait été... Peut-être que j'ai raté mon transfert à Arsenal ce jour-là. Peut-être. Mais non, c'était magique parce que tout joueur de foot veut toucher ça finalement, l'équipe nationale. Bon, je te cache pas que mes origines pouvaient pencher un peu pour la nationale, mais ouais, t'as 6 étages de plus à grimper. À cette époque-là, la nationale était impossible. C'était inaccessible pour des joueurs, entre guillemets, de Belgique déjà, mais des joueurs moyens. Tu vois la sélection de l'équipe nationale à cette époque-là, c'était tous des grands joueurs nominés au Ballon d'Or, quoi. Donc, c'était pas la même chose, contrairement à maintenant, où c'est plus accessible. Mais c'est une expérience magnifique. Tout joueur que tu pourras rencontrer, si tu lui poses la question qui est en équipe nationale, il te dira la même chose. Et toi, t'es... Enfin, je dis ça pour les quelques personnes qui vont nous écouter, mais là, t'es face peut-être à des idoles qui sont tes adversaires. Donc, sur le terrain, c'est tes adversaires. Après le match, qu'est-ce qui se passe? Tu vas les voir ou tu te dis juste, OK, j'ai eu Desailly et Barthez en face de moi, je les ai rencontrés, super, je retourne dans mon vestiaire et je rentre chez moi? Non, c'est un match amical, donc tout le monde était content, entre guillemets, et puis tu te serres la main et tout, tu échanges le maillot, évidemment. Ouais, Zidane était déjà parti loin, donc, et moi j'ai échangé avec mon opposant direct, c'était Thuram, donc très fier d'avoir le maillot aussi de Thuram. Hein. Mais moi, j'ai pas eu vraiment de grands idoles. Hein. C'est pour ça aussi qui fait que je prends un peu de distance par rapport à tout ça. Mon idole de toujours, c'est Roberto Baggio, de toute façon, donc... Et Ronaldo, R9, je vais dire, ça c'est vraiment des joueurs exceptionnels, je vais dire. Tu l'as rencontré, Baggio? Non, dommage. Non. R9 non plus. Et ça c'est dommage, mais voilà, ça. Après, jouer contre des grands joueurs comme ça, c'est très bien, c'est bien, mais bon, tu peux pas faire le fan, quoi. Tu peux pas venir courir et fais ton maillot ou fais une photo avec moi. On n'avait pas encore les smartphones à ce moment-là. C'est quoi la plus belle anecdote que tu as vécue avec les Diables Rouges? Avec les Diables Rouges, malgré les résultats qu'on n'avait pas, on s'est toujours bien entendu, je vais dire. Bon, c'est vrai qu'il y avait une scission quand même, et ça, il ne faut pas se voiler la face, hein, on le sait tous, entre les Flamands et les Wallons, chose que Marc Wilmots a très bien fait, qui a un peu fait un beau rassemblement de tous les joueurs, que ce soit Wallons et Flamands. Mais moi, quand j'y étais, avec Emi Antonis puis Van der Eycken, voilà, il y avait quand même une scission. Mais une anecdote marrante, c'est Jelle Van Damme qui n'arrêtait pas de faire des blagues à la con avec les membres du staff. Donc, s'amusait à mettre des cure-dents sur les fauteuils au restaurant avant qu'ils s'assoient. Toutes des petites couilles comme ça. Mais des anecdotes terrain, je n'ai pas trop. On s'est fait engueuler une fois avec Éric de Flandre, parce que on s'amusait. Parce que nous, on arrivait au Stade Roi-Baudouin, échauffement au pas, de la moitié terrain, on mettait des volets. Ok.
Oh, et on se fait engueuler, mais vous êtes des fous, quoi, vous allez vous claquer, non? Ah non, ça tient, il n'y a pas de problème. Et notre rituel, c'est de voler du milieu de terrain à froid. Avec le recul, ouais, c'est un peu fou de faire ça, mais voilà, mais sinon, non, c'était... On a passé des bons moments malgré tout, dans nos malheurs, je vais dire, parce qu'on n'a pas gagné beaucoup de matchs en équipe nationale. Mais non, il n'y a pas vraiment de grosses anecdotes au Diable Rouge. Il y a quelqu'un qui t'a blessé, mais à son insu, sans le vouloir, mais toi, tu l'as vraiment vécu Physiquement difficilement. Non, ou non. plus l'attaque Ouais, verbale? moralement, ouais, verbal. Mais peut-être c'était voulu ou pas, mais Ouais. toi, tu l'as très mal vécu. Non, non, sincèrement, partout où je suis passé, ça s'est très bien passé, je vais dire. Et je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a blessé verbalement, et encore moins physiquement, mais verbalement d'un propos, comme tu dis, peut-être maladroit ou voulu. Non, ça non, j'ai jamais connu ça, non. Et il y a un événement qui t'a profondément blessé, ou une défaite, ou une perte d'un coéquipier, d'un être Il y a eu plusieurs pas qu'en équipe nationale, mais j'ai perdu 2-3 copains sur le terrain, oui. Franck Berrier qui est décédé qui jouait avec moi au Standard il y a quelques années, qui est décédé sur le terrain aussi, ou sur le terrain ou à l'entraînement, je ne sais plus ce qu'il faisait, mais problème cardiaque. Grégory Mertens, pareil, qui joue avec moi à Gand, qui est décédé quand il jouait, je pense, à Lokeren. Pavlovic aussi du Standard qui jouait au Luxembourg à ce moment-là. J'ai vécu un autre drame par rapport à un joueur, mais qui est en vie, lui, mais qui a fait un arrêt cardiaque pendant l'entraînement. Tu étais présent. Ouais, bah, juste à côté de moi, en fait. On faisait des jeux réduits, mais c'est très intensif, les jeux réduits du 5 contre 5. Et le perdant sortait, tac, 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 et voilà, on tournait à 3 équipes. Et à un moment donné, il est à côté de moi et je vois qu'il n'est pas bien. Il fait coach, puis il tombe. Donc on a eu de la chance qu'il y avait une infirmière déjà dans les supporters qui est venue sur le terrain et qu'il y avait 2 joueurs de chez nous qui avaient eu la formation des premiers secours, je vais dire, qui ont commencé la réanimation, etc. Et ça lui a sauvé la vie en fait. Mais ça n'a plus jamais été le même. Il a arrêté ce jour-là, il a arrêté le foot. Il a eu du mal, il savait presque plus parler, donc ça a été loin et c'est triste quoi, de voir ça. Et toi, le lendemain, C'est difficile. Déjà, c'est difficile à encaisser. Ça fait peur aussi. Hein. Ça fait peur aussi parce que ça peut arriver à tout le monde finalement. Mais voilà, la vie continue, il faut avancer. Et on se devait de continuer à travailler et de jouer quoi. Et on vous voit sur le terrain, on se dit, bon, ils sont avec des personnes connues, ils sont dans des beaux clubs, ils ont, comme tu disais, voiture, appartement, ils gagnent de l'argent, etc. Mm-hmm. Tout le monde pense que vous êtes hyper heureux. Toi, tu l'étais ? Oui, bien sûr. On aurait du mal, et déjà les gens auraient du mal à comprendre qu'on se plaigne vraiment de notre sort, je vais dire. Mais je ne me suis jamais plaint, j'ai toujours remercié Dieu, je vais dire, dans l'absolu. Du métier que j'ai fait, pardon. Ah, je ne joue plus. Du métier que j'ai fait et de la possibilité que j'ai de vivre de cette manière-là. Mais c'est vrai que tout le monde voit les bons côtés des choses parce qu'ils sont au match, ils viennent au match. La critique, on dit, est aisée, je vais dire. Mais tout ce qu'il y a derrière, pendant que tout le monde est en vacances en juillet-août sur la plage, à gauche, à droite, nous, on est en train de cavaler. Tout à fait. Mais on ne se plaint pas, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie, mais le travail de l'ombre, personne ne le voit. Je me suis déjà retrouvé le 25 décembre, le jour de Noël, en mise au vert tout seul dans ma chambre, parce que je jouais le lendemain. J'ai fêté les anniversaires de mon fils qui est né le 6 janvier. Un des premiers anniversaires que j'ai fêté avec lui, c'est quand il avait 5 ans. Parce que j'étais en stage d'hiver à ce moment-là, parce que c'est la période de stage. Ouais. Mais tout ça, personne ne le sait, mais tout le monde s'en fout finalement, parce que, entre guillemets, ce n'est pas leur problème, c'est notre choix. Mais c'est vrai que c'est des moments où tu aurais voulu peut-être être près de tes proches que tu ne peux pas être. Profiter un peu des personnes que tu aimes aussi plus longtemps, quand tu perds tes grands-parents, quand tu perds ceux de la famille, etc. Et tu ne les vois pas parce que tu es à l'étranger. Moi, mes parents, Dieu merci, sont encore en bonne santé, je vais dire.
Mais je suis déjà parti à l'étranger, revenir après 3, 4, 5 mois seulement. Donc, c'est des choses le temps que tu perds, que tu ne Et quand récupères c'est comme pas. ça, tu pars avec ta famille. Tu pars d'abord en éclaireur seul, puis ta famille te rejoint. Puis comment ça se passe? Non, bah, dans mon cas, il y en a certains, ils font ça c'est vrai. Mais à l'heure actuelle, et depuis plusieurs années, je pense que quand tu es entraîneur, tu peux te permettre à la limite de faire ça. Mais quand tu es joueur, tu es sûr de partir au moins 6 mois. Mais quand tu es entraîneur, si tu fais Ouais, 2 mois et que tu n'es pas bon, merci, au tout à revoir. fait. Donc, tu prends plus de précautions. Mais moi, chaque fois, j'ai changé de club. J'ai pris ma famille avec, ma femme et mes enfants avec. Et on a fait tous les clubs ensemble. Et comment on vit ces adaptations pour les enfants? Quand Parce ils que sont- les changements ne se font pas toujours en début d'année scolaire. Non, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai le grand qui a des problèmes, qui est handicapé. Donc, j'ai moins de soucis par rapport à lui, entre guillemets, par rapport à la scolarité. Et la petite, j'ai arrêté ma carrière qu'elle n'était pas encore rentrée à l'école. Donc, Ok. c'est bien tombé, entre guillemets, mais c'est jamais facile. Là où j'ai eu le problème, c'est quand je suis parti à Casablanca avec Wilmot en tant qu'adjoint. C'était l'année de son CEB. Je suis arrivé là-bas en novembre. On va attendre fin de saison. On a signé 3 ans et demi. On va attendre fin de saison, de savoir comment ça va aller. Et puis, si ça va, vous déménagez. Elle va à l'école là-bas. Et donc, tu faisais des allers-retours. Ouais, c'était l'idée. Mais quand tu arrives là-bas et qu'ils te disent c'est le Covid, on ferme les frontières, pendant 4 mois, je vois pas mes enfants et ma famille parce que 4 mois, c'est fermé, quoi. Et là, c'est dur. Parce que t'es à combien de milliers de kilomètres de chez toi et à part en vidéo, tu peux pas les voir. Ouais. Ça, c'est dur. Mais voilà, et après 4 mois, on est revenu. Pourquoi? Parce qu'on a été remercié par le club, à tort, parce qu'on avait fait de très bons résultats. Tous les deux avec Marc Wilmot. À tout le staff, Ouais, tout le staff, on est revenu. staff, ouais. Et à tort, vraiment, parce qu'on avait fait du bon travail. Et voilà, elle a continué, elle a fait son CEB. Ouais. C'est compliqué, mais c'est beaucoup de voyages. Ça, parce que quand tu changes beaucoup de clubs, oui, évidemment, ça va avec les déménagements, les hôtels, etc. Parce que tu vas à l'hôtel avant d'emménager quelque part où ta famille se sent bien. Donc, c'est des choix de vie, oui, des sacrifices sur certaines choses, mais c'est des choix de vie, on va dire. Et après cette expérience au Maroc, toi, c'est quoi ton envie? T'as plus envie d'entraîner ou c'est Si, parce que quand tu reviens, tu te dis, voilà, tu espères retrouver quelque chose assez rapidement, chose qui n'arrive pas. Donc, du coup, voilà. Puis, Comment ça se passe pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas dans le domaine, tu vois? tu Parce reviens. que moi, je vais te dire, un acteur, Mhm. tu es appelé pour des castings, tu réponds au casting, tu y vas, et puis quand tu as un peu plus de notoriété, tu passes plus le casting, on t'appelle, il y a déjà un rôle pour toi. Vous, D'accord. comment ça se passe? On t'appelle, on dit j'ai pensé à toi pour entraîner cette équipe, ou c'est toi qui dois plutôt participer à des castings, entre guillemets? Non, des castings, il n'y a Non, pas. mais façon de parler. Oui, je sais, c'est C'est l'analogie, métaphore. quoi, la métaphore. C'est une métaphore, oui. Mais non, tu passes des entretiens, oui, si ça va plus loin, mais la plupart du temps, moi j'étais adjoint, donc si l'entraîneur principal trouve quelque chose, il t'appelle, donc ça fait partie de son staff, etc. Bien souvent, si tu es avec un coach, tu voyages avec. Mais des fois, tu arrives dans un club où le coach va tout seul. Pourquoi? Parce que le staff est déjà là et il ne bouge pas. Mhm. Et ça, c'est les clubs qui décident, voilà, tu viens, mais tu es tout seul parce que le staff est déjà en place le reste. Là, tu n'as pas trop le choix, tu es limité. Mais non? tu peux pas postuler. On t'attend qu'on t'appelle, en gros. Ouais, tu ne peux pas postuler parce que tu ne sais pas qui recherche, en fait. Ok. Parce que quand tout se fait secrètement, Mhm. donc bien souvent, oui, ils appellent les agents, des agents, etc. Si tu es bien représenté, par un bon agent, lui aussi va être sollicité. Voilà, est-ce qu'il est libre? Est-ce que ça l'intéresse? Mais à partir du moment où il n'appelle pas l'agent pour que l'agent lui en parle, personne ne le sait. Donc tout se fait secrètement. Donc tu ne peux pas postuler en disant je vais aller poser mon CV là et dire voilà, si vous avez besoin de moi, m'oubliez pas. Ouais. Ça ne marche pas comme Non, ça. ça marche pas. Non. C'est comme partout, c'est encore une fois un métier de relation. Exactement, bien sûr. À certains niveaux, c'est du copinage. À certains oui, niveaux, mais c'est oui, mais des oui. relations. Et puis, Et toi, aujourd'hui, t'en es où? moi, je suis. J'ai fait un pas de côté quand je suis rentré du Maroc par rapport à plusieurs situations. Ma situation familiale a changé.
Donc ça fait que les choses professionnelles ont changé aussi. Et non, je travaille à la ville de Serein, dans le service des sports, où tout se passe bien. Donc Mais voilà. t'as plus d'envie d'entraîner ou même t'as travaillé au Standard aussi. Oui, j'ai travaillé Ouais. au Standard, mais avant d'aller Ouais, avant le avant Maroc. Casa, etc. Ouais. Mais bien sûr, ça reste ma passion. Donc Ouais. voilà, si j'ai l'opportunité de remettre un pied dedans, je le ferai. Mais comme on dit, c'est pas si simple hein, finalement. Hein. Même si en fait, moi, j'ai l'impression que ma carrière internationale, je vais dire en France, ça fait que m'a plus desservi que servi finalement quand tu reviens en Belgique chez toi. Pourquoi? Parce que les gens, on dirait qu'ils ne te connaissent pas. Donc, mais après, tu as des joueurs qui ont fait leur carrière dans un club longtemps, puis naturellement, derrière, ben, ils rentrent dans ce club-là en tant qu'entraîneur, en tant que dirigeant, etc. Moi, je n'ai pas joué longtemps en Belgique, Tu penses mais que t'as été plus connu en France qu'en Belgique? bien sûr, bien sûr. Et pourquoi t'as pas Plus eu de reconnaissance en France, oui. de reconnaissance? Ouais. Tu prends le cas de Dries Mertens à Naples. Il est considéré comme un dieu là-bas après Maradona. Ici, on a-tu entendu parler de lui? Non, on n'en parle pas de lui. Parce que ça ne fonctionne pas de cette manière-là ici. Et c'est dommage, c'est dommage. Moi, ce qui me peine le plus, c'est que je pense que les clubs ici en Belgique n'ont pas encore compris que les anciens pros, ont une expérience de terrain, d'une part, une expérience de vestiaire aussi, et puis peut aussi parler avec des joueurs. Ça ne veut pas dire qu'on sera meilleur entraîneur qu'un autre. Ça veut dire que si tu accompagnes un groupe avec un entraîneur qui est déjà en place, même ce fait-là aura un impact sur les joueurs. Et puis la communication avec les joueurs, savoir parler aux joueurs. Tu ne peux pas parler à Paul comme tu parles à Pierre, parce que si tu vas lui rentrer dedans, lui, il va se déchirer. Mais si tu lui rentres de la même façon à l'autre, il a perdu toutes ses capacités. Comme tout manager, comme tout leader en fait. Quand tu es face à un groupe. Voilà, il faut être bon psychologue, Et je pense que ça manque un peu en Belgique d'anciens pros pareil, dans le staff pro, je veux dire, dans l'académie des jeunes. Jacques, c'est des anciens pros. Tous les grands clubs d'Europe, il y a des anciens pros. Et ça veut Et pas tu crois qu'il y a encore une forte corrélation entre il a été un bon joueur, donc forcément il sera un bon entraîneur? C'est pas vrai, ça. Je suis sûr que c'est pas vrai. C'est pas mais est-ce vrai, que tu mais penses que dans... il y en a qui le pensent peut-être. Après, il y a eu certains peut-être exemples qui fait que c'est pas la réalité. C'est pas du tout avéré. Et Non, l'inverse non plus. Et l'inverse non plus. Mourinho n'a jamais été un grand joueur de foot. Exactement, c'est à lui que je pensais. Mais c'est vrai. Donc, ça veut pas dire... Et moi, je vais pas dire que je connais mieux le foot qu'un autre, parce que je me permettrai pas ça. Mais par contre, on va pas me dire à moi que je connais pas le foot, c'est pas vrai. Je connais pas le foot, c'est pas vrai. Je connais très bien le foot. Puis après, on a chacun notre sensibilité avec le foot. On a chacun nos expériences, on a chacun notre vision du jeu différente. Donc voilà, mais c'est important d'accompagner, je pense, les jeunes joueurs maintenant, que ce soit en D1, en D2, même en D3, mais voilà, c'est très compliqué. Et c'est bien que tu viennes sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que tout peut pas, c'est un truc de fou. C'est les grands joueurs ne sont pas tous venus de grands entraîneurs. Mais ça, on peut le faire. Luis Enrique aussi. Oui. Luis Enrique, oui, aussi. Ouais. Guardiola est meilleur entraîneur que joueur pour moi. Ouais. Il n'a pas été un immense joueur, je vais dire. Il a fait une superbe carrière, hein, pas cracher dessus, hein, c'est pas ça. Mais par rapport à ce qu'il démontre en tant qu'entraîneur, palmarès parle. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que Vincent fait du beau boulot. Hein. La petite parenthèse. Ouais. C'est quoi ton plus gros regret aujourd'hui? C'est sûrement les choix. En fait, tu fais des choix. Tu fais des choix de carrière, des fois, qui font que tu regrettes des fois. Mais bon, on essaye de regretter le moins possible. Le seul regret que j'ai eu vraiment dans ma carrière, et là, c'est parce que c'est pas moi qui l'ai choisi, parce que j'ai toujours assumé mes choix, hein, mais après, tu te dis, avec le recul, tu te dis, merde, j'aurais pas dû faire ça, mais c'est que on joue, donc en plus, grand artisan de la qualification de la JOCR en finale de Coupe de France, où on gagne la Coupe de France.
Mais le jour de la finale, donc je joue tous les matchs, sauf la finale, parce que le même jour, on a l'équipe nationale qui joue. Ah. Et là, tu as un choix, là? Non, tu n'as pas, pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu dois aller en équipe nationale parce Et que si tu n'y vas pas, qu'est-ce qui se passe? tu peux être suspendu pour le match de coupe. Donc Ah ouais? tu as le droit de... S'il dit non, tu ne joues pas, c'est eux qui ont raison et tu ne peux pas jouer. Donc le calendrier a été mal fait à la base par la Ligue française de mettre ce match-là en même temps que les qualifs de la Coupe du Monde. 2006, c'était. La Coupe du Monde 2006, donc c'était des derniers matchs. Et Giroud avait appelé Aimé Antonis en lui demandant de me laisser jouer la finale de la Coupe de France. Et Aimé Antonis a dit non, moi j'en ai besoin. On a un match important, c'était en Serbie en plus. Match important contre la Serbie, etc. Pas le choix. Donc il est venu me trouver, le coach. Il me dit écoute, je suis vraiment désolé. Il veut pas. Il veut pas te laisser avec nous. Même lui, il râlait parce qu'on avait Kalou dans la même. Lui, il avait joué la veille. En Afrique, il a dû revenir le même jour du match, donc il avait joué la veille plus le lendemain. Et Benjani joue la finale, sort à la 75e minute pour ne pas rater son avion parce qu'il joue au Zimbabwe pour aussi l'équipe nationale. Mais nous, on jouait le même jour à la même heure, donc moi c'était cuit. Pas le choix. Et il me fait rentrer 2 minutes arrière droit. Et là, tu l'as mauvaise. Et là, tu lui dis pourquoi tu me reprends alors ? Laisse-moi jouer ma finale de Coupe de France pour me faire jouer arrière droit. Je vois pas parce que voilà. Et là, j'aurais dû moi peut-être à ce moment-là. Le seul regret que j'ai, c'est de lui téléphoner personnellement, lui dire si tu me fais jouer, je viens, sinon je viens pas. Ah ouais. Tu peux pas me faire ça. Et tu lui as dit après le match non, après le match, j'ai pas eu cette discussion-là parce que déjà on perd, donc du coup on perd le match et on se qualifie pas. On était déjà et je pense que c'était pas le moment de l'ouvrir, donc. J'ai dit, laisse tomber, c'est non, pas mais grave. même par après ou... Par après, je ne l'ai pas revu. Non. Parce qu'après, on a changé aussi d'entraîneur. Donc, mais je l'ai eu mauvaise longtemps. Et je l'ai encore mauvaise. Là. Malgré que c'est un homme bien, jamais eu de problème avec lui, etc. Mais ce jour-là, franchement, je l'ai eu mauvaise. Et ton regret, c'est de ne pas lui avoir posé la question avant? À la limite, oui. Parce que sur le reste, tu as peu de contrôle au final. Voilà, c'est ça. Maintenant, il me dit, je te reprends, mais tu es titulaire. Ok, c'est différent. C'est un choix. Tu y vas, tu représentes ton pays quand même. Mais si c'est pour me faire venir et me faire jouer arrière droit parce que tu as un problème et jouer 2 minutes, là, j'ai vrillé en direct. Mais bon. Et après ça, tu retournes à Auxerre, qu'est-ce qui se passe? Tu joues et je fais ma meilleure saison à Auxerre, finalement, là, dès que j'arrive. Mais tu joues le trophée des champions. Le vainqueur de la Coupe de France contre le vainqueur du championnat, contre Lyon. La fameuse équipe de Lyon où ils étaient 7 fois champions d'affilée. Et tu joues à domicile le trophée des champions, tu ramasses 0-4, je crois, ou 1-4, parce que c'était très costaud. Mais bon, après, je fais une super saison, quoi. Mais je l'ai mauvaise quand même. Ah ouais. Tu fais une super saison, tu as la saison où tu es meilleur buteur à Moucron, tu as, je sais pas, 24 ou 25 sélections avec les Diables. C'est ça. Qu'est-ce que tu considères comme ton plus gros succès? Le plus gros succès de ma carrière ou le plus gros succès même de la vie, au final? Ouais, après... Non, c'est d'avoir été... déjà, c'est une fierté d'avoir été meilleur buteur, déjà, en tant qu'attaquant. C'est à titre personnel, donc c'est toujours bien à prendre. Ouais. Tu vois. C'est vrai. C'est toujours bien à prendre, le titre personnel, je vais dire. Mais non, c'est le titre de meilleur buteur restera parce que ça a été une saison incroyable avec Moucron. Et si tu rencontrais le Luigi qui a de 20 ans, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Entraîne-toi plus. Oui, vraiment, t'aurais pu? Ouais. Oui, parce que maintenant, c'est rentré un peu, je vais dire, dans les mœurs, c'est un peu une habitude de voir un joueur s'entraîner et avoir à côté un autre entraîneur préparateur physique. Tous les grands joueurs ont ça maintenant. Oui, tout à fait. Mais avant, c'était pas je veux dire, habituel de voir ça. Peut-être qu'ils le faisaient, mais tu ne le savais pas. Et puis, les clubs étaient réticents à ça. Mais c'est peut-être de donner encore plus, repousser mes limites encore plus, faire plus, quoi. Faire plus pour essayer d'aller encore plus haut. Et ça t'aurait apporté quoi? T'aurais vécu quoi, à ton avis? Je ne sais pas, peut-être d'autres transferts, peut-être de meilleurs clubs,
Mais quoi qu'il arrive, j'aurais pas dû quitter Auxerre au moment où je l'ai quitté. C'est toi qui as décidé, là, à ce moment-là? En fait, ça a été des concours de circonstances depuis de juillet jusqu'à janvier, jusqu'à ce que je parte. Déjà, quand on revient à janvier de l'année avant, où Portsmouth, équipe de première ligue qui vient voir Benjani jouer à Auxerre, non, c'était au Mans, et il joue, il doit jouer, mais il ne joue pas, il n'est pas titulaire, c'est moi qui joue à sa place. Et je marque et je fais une passe D, donc du coup, Portsmouth, ils disent, ouais, lui il est bon, en plus il est bon à la tête, on va le recruter, on va demander pour recruter lui. Et Giroud a dit non, soit lui, soit personne. Donc ils ont pris Benjani. Ensuite arrive fin de saison où je termine meilleur buteur du club. Je marque quand même quelques buts en Coupe d'Europe, dont un triplé en plus, donc c'est pas mal. Et derrière, j'ai Everton qui vient et qui propose. Mais à l'époque, c'était beaucoup d'argent déjà, parce qu'il proposait déjà 12 millions pour mon transfert. Non, 8 millions et Giroud voulait 12, donc ils ne sont pas tombés d'accord. Pour bien comprendre, quand on propose 12 millions pour un transfert, Ouais. le joueur, il gagne quoi? Il gagne une petite partie. Il gagne une petite partie. Ouais, une petite partie de la transaction, je vais dire. Mais après, voilà, c'est des discussions que tu as avec donc, ce n'est pas des pourcentages figés, c'est des discussions au moment du transfert. Ouais, tout à fait. Par rapport aussi à ton contrat que tu vas signer. Tout à fait. Donc, voilà. Et ça, en tant que joueur, tu évites un peu de discuter. C'est pour ça que tu as un agent. Hein. C'est à lui de faire le boulot. Oui, tout à fait. Et là, ils ne tombent pas d'accord sur le montant du transfert, donc ça tombe à l'eau. Et alors, du coup, je reprends ma 3e saison à Auxerre, et pas dans un bon état d'esprit, je le sais bien maintenant avec le recul. Et c'est là que je me dis, encore une fois, tu as été con, parce que tu rates ta prépa, parce que dans ta tête, tu étais déjà parti à Everton, alors que quand rien n'est signé, concentre-toi sur ton boulot. Et tu te dis, merde, oui, tu fais pas une bonne prépa. C'est l'entraîneur qui arrive. Parce qu'on a eu en 3 saisons, j'ai eu 3 entraîneurs différents. Ouais. J'ai eu Giroud, Jacques Santini et Jean Fernandez. Jean Fernandez débarque. Il voit que je suis pas impliqué, il voit que je suis pas la tête à... lui, il va faire quoi? Il va prendre le joueur qui preste correctement et qui est concerné. Et c'est à juste titre. Avec le recul maintenant, tu te dis, ouais, c'est normal qu'il fasse jouer finalement. Je ne me suis pas bien entraîné, je n'ai pas la tête à ça, parce que je veux partir. Et puis, la fin du mercato arrive, tu n'es pas parti, donc tu râles. Et tu perds déjà 2 mois. Hein. Et quand tu perds 2 mois comme ça, après, il faut travailler pour revenir, etc. Donc, je joue pas. Et en janvier, voilà, j'ai un petit accrochage avec lui. Et puis, il me dit, quoi, tu veux rester, partir? Si je veux partir, c'est bon. Parce que je ne jouais pas trop, donc, et je voulais jouer. Et quand tu dis je veux partir, tu as déjà des options, là? Oui, j'ai déjà une option, je vais dire, où Toulouse veut me transférer. Ça se passe très bien. Moi, je me mets d'accord avec ce que je veux, etc. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec un agent à Toulouse qui a essayé de la faire à l'envers. Donc, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Et derrière, j'ai Nantes qui est là et qui joue la limite de la relégation. Donc ils voulaient un attaquant et je tombe d'accord avec eux, mais ce n'était pas mon premier choix vu que je voulais aller à Toulouse. Et par défaut, je vais à Nantes. Mais à refaire, encore une fois, c'est ça les quelques choix de carrière que tu fais. Ouais. Tu dis, non, reste tranquille. Finis ta saison à Auxerre, peut-être que ça va tourner, etc. Et ce qui aurait dû se passer. Finalement, j'aurais dû rester, prendre sur moi, travailler. Et parce que finalement, c'était de ma faute. Si la situation avait été un peu dégradée, je vais dire, avec l'entraîneur, c'est parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait au début de saison. Ouais. Donc, ça tenait qu'à moi de réparer un petit peu mes erreurs. Mais j'ai décidé de partir pour jouer. Et voilà, et après, tu fais un choix financier qui intervient. Donc, la balance est là. Donc, tu te dis, à un moment donné, tu vas avoir aussi le choix financier à un certain âge. Donc, et tu vas là où c'est intéressant. Et tu avais quel âge, là? J'avais 27. Et là, tu penses déjà à l'avenir? Tu penses déjà à l'après-carrière, là? J'avais 26. Non, tu ne penses pas à ça. C'est ça que moi, je n'y ai pas pensé parce que je voulais continuer à jouer. Je pensais déjà, ma dernière saison, quand j'ai joué à Arles-Avignon, c'était ma dernière saison, je m'étais inscrit à faire mes cours d'entraîneur en France parce qu'on avait le temps. Donc, et puis finalement, c'était trop long par rapport au fait...
si j'arrête ma carrière, je rentre chez moi à Belgique. Donc, ce que je fais comme formation en France, je ne saurais plus la faire. Donc, Ouais, ouais. j'ai arrêté et je l'ai continué en Belgique. Et puis alors tu commences enfin je sais pas si c'est chronologique, mais tu commences à avoir des blessures à répétition. En fait, c'est pas vraiment des blessures. J'ai jamais vraiment été blessé toute ma carrière. Je veux dire musculairement, juste une saison où, à Valenciennes, où j'ai eu 2 petites déchirures au quadri de 2 côtés, une à la suite de l'autre. Il y a un petit problème au talon, ce qui m'a éloigné des terrains pendant 3 fois 2 mois, donc c'est énorme. Mis à part ça, depuis que je joue, jamais rien eu finalement. Mais j'ai eu un problème. Je suis parti en Chine discuter avec un club. L'aller-retour en avion, etc., fait que j'ai commencé à faire des phlébites, donc des caillots de sang qui se sont mis dans mes mollets, etc. Et la première, voilà, tu te soignes et tout. 3 semaines, 1 mois, tu te mets sur le côté, tu te soignes, tu peux courir, mais pas de sport de contact parce que tu prends des médicaments. Et je rencontre un angiologue là-bas qui me dit faut faire attention parce que si tu en refais une, ou à la 3e, terminé, hein, tu peux plus jouer. C'est ce qui s'est passé. C'est que j'en ai refait une 2e, puis une 3e. Et à la 3e, ils estiment que c'est chronique, donc ils disent stop. Ils donnent plus la licence en fait. Tout ça à cause du trajet en avion? Oui, ça a déclenché. Okay. Ça a déclenché ça et j'ai fait 5 phlébites en 1 an. Ah ouais. Et là, j'ai dû arrêter parce que tu te dis à 32 ans, tu te dis ouais, c'est bien de pouvoir jouer, mais j'ai une famille derrière, j'ai des enfants, rester en vie, c'est encore mieux. Donc tu prends des médicaments pour fluidifier le sang. Donc, du coup, tu ne peux pas faire de sport de contact pour les hémorragies internes externes. Et là, du coup, tu es bloqué. Je fais quoi? Voilà ce qu'on te dit. Va nager ou fais du vélo. Et là, tout ton monde s'effondre parce que tu as fait ça toute ta vie. Donc, tu n'es pas prêt. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Tu n'es pas prêt à vivre cette transition quand tu ne l'as pas décidé. Et qui est autour de toi à ce moment-là? Il y a quand même des gens du foot qui... Non. Il n'y a plus personne. Mon ex-femme et mes enfants. Et la famille, évidemment, les amis. Mais tous ceux de passage ne sont plus là. Tous ceux du foot, tu ne joues plus, tu oublies. Ouais, tu reçois un message de soutien une fois. Après, c'est terminé. Donc, c'est là que je dis que c'est des amis de passage. C'est que tu n'as pas vraiment de vraies relations. Mm-hmm. Les vraies relations, c'est de se retrouver. Moi, j'ai une vraie relation dans le foot avec Christophe Grégoire, où on est potes, et Samir Beloufa, avec qui j'ai joué aussi à Moucron, où c'est un ami, c'est comme un frère pour moi, et on se voit régulièrement. Et tu peux les compter sur toi d'une seule main. Hein. Et tu t'attendais à ce que ce soit comme ça? On m'en avait déjà parlé, parce que quand tu commences ta carrière, tu rencontres des gens qui ont 34, 35 ans, qui te mettent en garde aussi, mais qui te dit ouais, profite, une carrière c'est très court, profite, fais tout à fond, que tu n'aies pas de regrets en fait. Et tu dis ouais, mais 23 ans, j'ai le temps, ça a filé, hein. Ça a filé. Mais t'écoutes quand même, hein, qu'il faut prendre du plaisir et profiter du moment. Donc toi, ton rêve, c'était de devenir footballeur. Mm-hmm. Tu l'atteins. Est-ce qu'à un moment, tu as senti que ce rêve avait un poids? Est-ce qu'il te coûtait? Le seul point que tu as, c'est le fait que ta vie change et tu vois les gens, certaines personnes autour de toi qui commencent à te jalouser. Et ça, c'est dur pour quelqu'un qui... Perso, comme je t'ai dit, moi, je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Mm-hmm. Mais il y a certaines personnes, je ne sais pas, qui ont changé parce que qui m'ont envié pour le fait d'être devenu pro, etc. Et ça, c'est lourd parce que... Des proches? Ou des gens que tu croyais proches, du moins? Ouais, c'est ça, quoi. C'est surtout ça. Ça fait de la peine parce que tu te dis, bordel, moi, si j'ai mon pote qui réussit, je suis fier. Je suis fier de lui. Ouais. Je suis fier de lui et je ne veux pas l'envier pour ce qu'il fait, tant mieux. Et le fait qu'il réussisse n'a aucun impact sur ta capacité à toi à réussir. Non, pas du tout. Donc, autant être content pour lui. Mais oui, mais autant être content pour lui. Enfin, il y a aucun lien, il y a aucun, souvent en tout cas. Et ça, c'est dommage parce que voilà, c'est des choses que tu aurais aimé éviter.
Et on a parlé de la famille aussi. Les parents, comment ils vivent ça? Parce que j'imagine qu'ils sont hyper contents, mais est-ce qu'ils parviennent à venir voir les matchs? Comment ça se passe quand ils viennent le voir? Est-ce qu'ils sont dans la tribune de manière anonyme? Comment ça se passe? C'est vrai que je suis pas souvent avec eux Ben à ce oui, moment-là, oui. mais c'est vrai que pour eux, ça a changé aussi. Donc, quand c'était à Moucron, c'était facile pour Oui, déjà tout mes à parents. Toutes les 2 semaines, ils venaient chez moi, à Moucron. Ouais. Et puis, ils venaient aussi en déplacement. Donc, un maximum, quand c'était Bruges, c'était un peu loin, etc. Donc, ils regardaient à Canal Plus à ce moment-là. Mais après, quand j'ai commencé à être en France, ça devient beaucoup trop compliqué. Donc, de temps en temps, ils venaient, mais pas aussi souvent. Mais après, ils suivent à la télé. Ouais. Et donc, finalement, leur vie ne change pas. Si, un peu, parce qu'ils savent, beaucoup de gens me connaissent, même dans le quartier, dans les environs, etc. Donc, ils connaissent mes parents aussi. Donc, je pense qu'ils ont été beaucoup sollicités par rapport au fait et interpellés quand je jouais, quoi. C'est quoi la demande la plus à laquelle tu t'attendais le moins, que tu as eu la plus bizarre, la plus étrange, si tu en as eu, hein? Non, pas spécialement, mais c'est vrai que tu as souvent des demandes de maillots, etc. partout où tu passes, quoi, finalement. Donc, mais non, jamais, Non, jamais t'as pas eu? des demandes farfelues, on va Non, dire. t'as pas eu. Et si aujourd'hui tu devais organiser une tablée avec 10 personnes, Mhm. connues, pas connues, décédées, vivantes, t'inviterais qui? Waouh. Waouh, waouh, waouh. Déjà, certainement des amis d'enfance. Je ne vais pas te les citer tous, Non. mais des amis d'enfance, surtout. Et les 2, 3 amis que je te dis dans le foot, simplement. Parce que voilà, c'est eux qui étaient là avant, qui étaient là pendant et qui sont encore là après. Et pas des personnes que t'as pas, un Badjo ou d'autres Non, ça reste, c'est éphémère. Je les connais pas, donc tu peux pas te dire, ouais, je vais manger avec lui ou quoi ou qu'est-ce. Mais non, le plus important, c'est de partager avec les amis, la famille. Et moi, pour ça, c'est le plus grand luxe. Bon, Joe, il vient à ma table, je ne dis pas non, évidemment. Je serais heureux de l'avoir. Mais non, je cours pas après ça. Vraiment pas. Moi, je suis bien chez moi, je suis bien avec mes amis. Et c'est très bien comme ça. Et aujourd'hui, tu as 45 ans, c'est quoi je vais pas dire ton ambition, mais tu as de nouveaux rêves, tu as de nouvelles envies? Les envies, c'est de retrouver un peu les terrains. Les terrains dans le monde pro, je vais dire, parce que c'est ce que j'aime faire. Et puis, pour transmettre quelque chose aux enfants, oui et non, parce que c'est une vocation aussi d'être formateur, il ne faut pas croire, hein, parce que c'est très aléatoire, un enfant. Mhm. Chez les pros, voilà, tu viens, il y a 16 joueurs, tu en as 16. Et quand tu entraînes les Tout à enfants, fait. tu viens, tu as 14 joueurs, mais tu en as que 6 parce qu'il y en a un qui a une angine, l'autre qui a l'os-goutte, l'autre qui a problème de croissance, l'autre qui a mal aux dents, parce qu'il doit étudier, il a trop de devoirs. C'est trop aléatoire. Tout à fait. Et je pense que c'est ça aussi. Moi, personnellement, voilà, c'est pour ça que je préfère le monde pro, parce que voilà, C'est plus cadré et carré. c'est carré. Donc, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que je voulais toucher. Donc, mais entraîner les jeunes, oui, mais pas spécialement une équipe, mais conseiller les attaquants, etc. Transmettre un petit peu ce que j'ai vécu, comment j'ai joué, etc. Et c'est pour ça que c'est passé dans la presse, hein, parce que j'étais persuadé de pouvoir le faire. J'ai voulu faire mon académie. Mhm. J'allais te poser la question parce que je connais Francesco Lacavera. Je ne sais pas si Ouais. tu connais, qui est Non. un ancien gardien de but en Italie, qui a une académie ici de gardien de but, justement. J'allais D'accord. te poser la question. J'ai voulu lancer ça. Et moi qui suis de Grasse-Sologne, j'ai voulu le lancer d'abord à Grasse-Sologne. Mhm. Parce que je me dis déjà,
Au niveau situation, Grasselongue est bien situé, je vais dire. Géographiquement, pour les Liégeois, c'est très accessible. Tu y es vite à Grasselongue, finalement. Et je me dis, je viens de là quand même. Donc, pourquoi pas revenir? Bon, j'ai eu des contacts avec certaines personnes de la commune de Grasselongue. Je ne saurais les citer, mais voilà, je les ai eu en contact où j'ai commencé à pouvoir travailler sur le terrain de Cité Sport au Berleur. Et on a travaillé avec Pino Scopel, qui gère un peu les infras là-bas. On a préparé le terrain, etc. Il y a eu des échanges téléphoniques pour mettre tout en place, etc. Le matériel est arrivé 2 heures avant mon premier spécifique, parce que moi, j'ai commencé à faire de la pub. Des parents étaient intéressés de mettre leurs enfants en spécifique, parce que pour progresser devant le but, il faut des répétitions. Donc, c'est ce que je proposais de faire dans mon académie. C'est du spécifique pur attaquant. Et derrière, 2 heures avant mon premier entraînement, on me dit non, tu ne peux pas aller sur le terrain. Et je dis ouais, pourquoi? Parce que ta demande n'a pas été écrite. Tu ne savais pas me le dire il y a 2 mois. Oui. Un mail, ça prend 2 minutes. Donc tu me le dis, je te fais le mail. Et non, ils ont décidé que non. Donc c'est tombé à l'eau. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, avoir un terrain de foot, c'est très compliqué. Il y a très peu de terrains, beaucoup d'équipes. Donc privatiser, je vais dire, un demi-terrain de foot pour faire du spécifique. Et dans les soccer clubs, etc., c'est pas du foot. Non. Les buts ne sont déjà pas les mêmes. Non. Donc ça, c'est du futsal pour moi. Donc c'est pas pareil. Tu peux travailler la technique, oui. Mm-hmm. Mais travailler devant le but au soccer, c'est impossible. C'est pas la réalité. Quand tu fais du spécifique, tu essayes de toucher la réalité du match. Donc des ballons qui viennent de gauche, de droite, de derrière, de devant. Voilà, il y a tellement de possibilités. Et là, j'ai été déçu. J'ai été déçu de la commune, finalement. Je viens de là et ils ne me donnent pas la possibilité de m'installer là-bas pour faire ça. Voilà, et derrière, te relancer à trouver un site, etc., très compliqué. Donc, je l'ai eu mauvaise. Et là, tu vas relancer? C'est un projet que tu as? Non, pas trop, pas dans l'immédiat, mais non, parce que le seul problème qui reste, c'est de trouver le terrain. Ouais. À moi d'en avoir à toi. Et toi, tu as voyagé, t'as voyagé pas mal. Pourquoi tu as fait le choix de revenir ou de t'installer en Belgique? Parce que mon ex-femme et moi, on a notre famille ici. Et puis, on est italien. La famille, c'est important. Donc, on a voyagé pendant près de 15 ans. Donc, revenir un peu aux racines, aux sources, ça fait du bien aussi. Et être loin de la famille, c'est dur des fois. Hein. Donc, tu le ressentais? Tu ressentais à ce moment-là, oui. Tu ressens que tu as besoin de revenir. Tu as besoin de revenir, de revoir tes proches, de voir grandir tes neveux et nièces aussi. Hein, quand tu es loin, il y a certaines... les enfants de ma soeur, de ma belle-sœur, de mon frère, etc. J'ai partie de ma vie que je n'ai pas vu grandir. Donc, c'est difficile, quoi. Et il ne voit pas grandir mes enfants non plus. Non plus. Et quand tu reviens, tu es un peu accueilli comme l'enfant prodige, la star de la famille, ou comment ça se passe? Non, je ne me rappelle pas de ça. Non, c'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé. Bon, il faut le temps de revenir. Maintenant, vas-y, travailler. Non, c'était bien. Tout le monde était content de nous voir revenir. Hein. Et puis, les petits-enfants étaient là. Mes enfants ont vu leurs grands-parents plus souvent. Donc, c'est super, quoi. Ouais. Si je devais te souhaiter quelque chose pour le futur, ce serait quoi? Simplement d'avoir la santé et que tout se passe bien. Voilà, la santé, c'est le principal. Quelle question t'aurais aimé que je te pose et que je n'ai pas posée? Ça ne me vient pas. Donc, non. T'as été bon. T'as été bon sur ta question. Non, merci. Merci d'être venu. Merci d'être passé. C'est avec plaisir. Et je reviendrai te déposer un truc pour... Avec grand plaisir. On laissera dans le décor du sous-sol. Merci, Luigi. Merci à toi.